Bonjour à tous et un merci particulier pour ceux qui sont là, tôt le dimanche matin, un jour de bruine, et vous avez trouvé le temps, le courage et l'envie de venir. Je suis très touché et merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Alors nous allons accueillir une femme ukrainienne qui, pour la première fois en 2014, au début de la guerre en Ukraine, s'est portée infirmière volontaire pendant plusieurs mois au moment de la première invasion de l'Ukraine, en 2014, et qui a donc découvert ce que c'était que d'être infirmière sur le front et de recevoir des blessés par centaines tous les jours, avec 120 secondes pour juger tout de suite si c'est possible ou non, lorsque quelqu'un est amputé, de le sauver ou pas. 120 secondes. Et on entend souvent des commentateurs qui sont très estimables, je ne le critique pas du tout, mais il y a une différence entre les commentateurs et les acteurs. Une énorme différence. C'est l'engagement d'une vie que d'être acteur pour son pays en guerre. Et il est assez rare d'avoir un témoignage direct de quelqu'un qui vient du front. Anastasia Fomichova est partie d'Ukraine il y a 48 heures, pris le train pour Varsovie, Paris, ici, et elle est venue pour vous rencontrer aujourd'hui. Elle a fait des études brillantes, elle est franco-ukrainienne, elle est venue en France assez jeune, elle a suivi des études brillantes, elle est politologue et docteur en sciences politiques. On peut faire des études et être engagé. Elle pourra nous dire le sentiment actuel des Ukrainiens et des Ukrainiennes au moment où il semble que d'autres personnes que les Ukrainiens vont peut-être décider du sort de leur pays. On l'accueille. Bonjour. Bonjour. Vous permettez que je vous appelle Anastasia pendant les minutes que nous sommes ensemble et devant les personnes qui sont là. Merci d'abord d'être venu jusqu'à Pau, depuis Kiev. Pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe en ce moment en Ukraine et ce que sont les Ukrainiens et ce qu'ils subissent depuis 70-80 ans. La guerre maintenant, c'est une étape, mais les Ukrainiens ont vécu des vies qu'on ne peut pas imaginer. Et donc, je voudrais juste que vous racontiez tout simplement, Anastasia, l'histoire de votre famille, et vous nous direz si le sort de votre famille est celui de beaucoup de familles ukrainiennes, pour qu'on saisisse dans quel pays ça se passe exactement, et que les gens comprennent mieux cette rage des Ukrainiens à se battre tous les jours. Parce qu'il faut avoir une rage pour être aussi courageux qu'ils le sont. Alors oui, donc dans ce livre, j'ai choisi aussi de raconter l'histoire de mes ancêtres, puisque en fait ce qu'on retrouve, c'est que dans l'histoire de chaque famille ukrainienne, il y a cette oppression de l'impérialisme russe qui s'est exercée par exemple au XXe siècle. Le micro un peu plus près de chez vous. Voilà. Donc du côté des deux côtés de ma famille, j'ai aussi des ancêtres qui viennent de Russie, mais en fait ça n'a aucune importance dans le contexte actuel, puisque en fait en Ukraine on se définit aujourd'hui comme ukrainien parce qu'on est en fait on est visé, on est menacé de mort par la Russie. Donc du côté de la famille de mon père, j'ai mon grand-père qui a grandi, donc qui était né en Russie mais qui a grandi en Ukraine, qui a été
très jeune, en fait, à l'âge de 18 ans, recruté par le système. En fait, il s'est engagé dans l'armée soviétique. Il a ensuite été recruté par le KGB. Et il a été assassiné en 1962 avec ma grand-mère. C'était quelqu'un qui s'occupait en fait de la sécurité des... C'était quelqu'un de très proche du pouvoir russe. Il était un des gardes du corps du président du Soviet suprême. Tout à fait. En fait, il s'occupait de la sécurité De la sécurité, voilà. de Nikita Khrouchtchev et il a été assassiné. Pourquoi, on ne sait pas. En l'occurrence, non, les archives du KGB auxquelles j'ai eu accès, où j'ai fait des recherches pour Oui. comprendre. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le système soviétique, c'est que c'était une violence institutionnalisée. Donc en soi, avec aucune valeur pour la vie humaine. Donc les gens pouvaient participer au système et être éliminés de manière extrêmement froide, extrêmement... voilà. Donc, Donc votre grand-père est assassiné, votre grand-mère assassinée. Et du côté du côté de ma mère, donc au siècle dernier, comme toutes les familles ukrainiennes, donc il y a eu la famine organisée par Staline, qui était une famine organisée, un génocide pour tuer en fait même la. On dit 3 à 4 millions de morts. Affamés, de famine. Plus, en fait, les estimations sont entre 3 et 10 millions pour cette période, entre 31 000... Qui est une grande partie de l'Ukraine. Tout à fait. 50% du territoire de l'Ukraine. Et donc Ça, c'est votre grand-mère, donc. Oui, mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère. Et donc, à l'époque, donc au début des années 30, les gens cherchaient encore où trouver de la nourriture, où trouver... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la répression, à l'époque du système soviétique, était telle que les gens étaient fusillés s'ils essayaient de dissimuler, de voler quelques épis de blé. Et donc, ça entraînait aussi des migrations au sein... À l'intérieur. Et donc mon arrière-grand-mère était partie à l'est du pays, dans la région du Donbass, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que c'était encore possible de trouver quelques épis de blé. Et en fait, mon arrière, ses enfants, donc mon grand-oncle et ma grande-tante sont morts de faim à l'âge de 5 et 7 ans par la famine. C'est quand on a ça en tête, ça change la vision qu'on peut avoir sur l'Ukraine. C'est un pays où il y a eu des millions de morts pendant quelques dizaines d'années, et donc on peut imaginer que la volonté de défendre la liberté obtenue il y a très peu de temps soit défendue avec âpreté, parce que quand on a connu... Et vous oubliez Tchernobyl. Votre mère a été obligée de changer d'habitation et a été déménagée à cause de Tchernobyl. En plus de tous les conflits militaires, c'est encore ce pays-là qui a subi Tchernobyl sur son sol. Et en fait, c'est une fatalité incroyable. C'est-à-dire que la manière dont l'explosion du réacteur de la centrale de Tchernobyl était aussi très caractéristique du système, c'est-à-dire de la manière dont le système a cherché à camoufler la catastrophe, n'a pas communiqué auprès de la population, en fait, qui est restée complètement ignorante et toute la population a été touchée par les effets de la radiation sans qu'on leur explique. Donc en fait, l'explosion de la centrale, la manière dont ça a été ensuite géré par le système est très représentative. Ouais. Alors, pour en revenir à la guerre actuelle en Ukraine, bon, tout le monde sait évidemment qu'elle a commencé en 2014. Il y a déjà ça fait 11 ans. Déjà. Et vous aviez 22 ans à l'époque, en 2014. Et alors, vous vous êtes engagé dans le bataillon volontaire dès le début, c'est-à-dire avant l'invasion totale de l'Ukraine tentée par les Russes en 2022. Pourquoi s'être engagé à ce moment-là, alors que vous étiez à Paris, en études, au tout début de la guerre, ce qui n'était pas le cas de tellement d'Ukrainiens à l'époque?
Donc oui, en fait, en 2014, le bataillon des hospitaliers a été créé par une étudiante en médecine. C'est votre amie, j'imagine? Non, en fait, je la connaissais pas. Mais elle faisait partie de ces citoyens puisqu'il n'y avait pas d'armée dans le pays, en fait, l'armée n'avait pas du tout été réformée depuis le début des années 90. Ce sont les citoyens qui ont formé des bataillons pour aller sur le front, pour s'opposer en fait à ce qui était déjà une invasion. Souvent, c'était des personnes qui avaient aussi participé au Maïdan, donc à la révolution. C'est ça, oui. Contre la corruption du clan Yanukovych qui était au pouvoir, contre la répression et pour intégrer l'Union européenne. L'Union européenne. Et comme il n'y avait pas d'armée, il n'y avait aussi pas de système d'évacuation des blessés, d'évacuation des corps. En fait, tout a été improvisé. Improvisé, absolument. Il a fallu faire immédiatement ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire et ce qu'on ne savait pas faire. Et donc, cette étudiante en médecine, en voyant la situation, a juste pris un pick-up, une voiture, est partie sur le front. Elle a recruté des personnes sur le front, donc des citoyens qui, comme elle, n'avaient aucune expérience de la guerre, pour aller chercher les blessés au cœur des combats et les évacuer vers des points de stabilisation. Et elle a été blessée en 2015. Et elle ne peut plus aujourd'hui se rendre elle-même sur le front. Donc elle a commencé à former des citoyens et des citoyennes ukrainiennes pour continuer à évacuer les blessés. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai rejoint le bataillon. Et, maintenant, vous aviez des compétences, médicales quelconques, vous aviez déjà exercé, vous aviez connaissiez quelque chose, vous êtes devenue infirmière de combat comme ça, quoi, après combien de jours de formation faut-il? Alors, moi, j'ai été formée en une semaine. Une semaine? Une semaine pour apprendre à arrêter les hémorragies, libérer les voies respiratoires, faire en sorte que le blessé survive jusqu'à ce en fait, il soit pris en charge par des médecins, des chirurgiens. C'est un protocole qu'on apprend, qu'on applique. On continue de se former parce que le protocole peut changer, intégrer des éléments nouveaux. En une et semaine, ça suffit pour sauver quelqu'un gravement blessé, enfin pour le sauver, pour éviter qu'il ne meure rapidement. C'est possible en une semaine d'apprendre tout ça. Parce que nous, on fait quelques années d'études pour ça. Moi, je me considère comme chanceuse d'avoir eu une semaine parce qu'en 2014, les formations étaient d'une demi-journée à 2 jours. Il faut savoir que personne n'était prêt à être sur le front, à être confronté à la guerre, à la violence de la guerre. Et donc même en 2022, début 2022, on s'est retrouvé à former des gens, pareil, en une demi-journée à 2 jours avant d'être envoyés sur le terrain. Le fait est qu'il y a aussi l'expérience qui joue, c'est-à-dire qu'en pratiquant, on est aussi au contact des médecins et c'est comme ça qu'on continue de se former. Mais la médecine de guerre n'a rien à voir avec la médecine civile. Bien sûr, évidemment, c'est une médecine d'urgence qui est d'une autre nature que le soigner. Vous êtes resté combien de temps dans ce bataillon à ce moment-là, dans ces années-là? Alors, entre 2017 et 2020, j'ai fait plusieurs rotations de quelques semaines, un mois, parfois de manière consécutive, dès que je le pouvais, en fait. Et en 2022, j'ai donc pris un bus le 26 février. Le 25, j'ai cherché. On va en parler. Donc, vous êtes rentrée à Paris, entre-temps, en 2018, et vous êtes étudiante. Heureuse, j'imagine, quand même, poursuivant vos études, qui sont quand même quelque chose de très important pour vous. Un doctorat en sciences politiques, c'est quelque chose d'important dans une vie. Et sûrement, peut-être ça vous donnait des informations sur la manière dont marchait le monde.
Oui, non, j'étais effectivement en 2022 sur le point de finir ma thèse, de la rendre. Donc j'étais à Paris en train de la rédiger, tout simplement, qui était le fruit de 5 années de recherche sur le système ukrainien, sur les transformations de l'État depuis la révolution du Maïdan et l'intégration européenne, finalement. Et donc le 24 février, donc dans la nuit, j'ai reçu les informations que Poutine avait attaqué toute l'Ukraine, que ma ville natale était attaquée. Et à ce moment-là. Alors, donc vous avez ce retour à Paris, où vous menez une vie d'étudiante habituelle, dans la joie, etc. Mais je voudrais, après l'histoire de votre famille, lire un tout petit passage de votre livre sur les conséquences dans votre vie, quand vous êtes revenu à Paris pour faire vos études, du traumatisme que représente la guerre en Ukraine pour tout le monde aujourd'hui, et pour qu'on se rende compte peut-être de l'état des millions d'Ukrainiens qui sont en ce moment là-bas. Donc je vais lire un petit passage. Un peu désordonné, pardon. Donc, vous étiez là à Paris, tout allait bien, vous étiez heureuse. Et voilà ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est plongé dans un milieu normal et qu'on comprenne bien ce qui se passe dans sa tête lorsqu'il revient. Par moments, j'avais tellement mal. Donc vous êtes à Paris, étudiante, et vous souvenez, vous êtes encore envahi par ce que vous avez vécu sur place. Par moments, j'avais tellement mal que je me roulais en boule sur le sol, laissant mes larmes couler, priant Dieu de la protéger. Parfois, c'était moi qui étais dans un trou sombre, sans pouvoir bouger. Et c'était mes cris qui me réveillaient, à attendre la mort sans pouvoir repartir. Et puis il y avait les cauchemars. Dès que j'essayais de m'endormir, j'étais atteinte d'un sentiment d'angoisse tellement puissant que tout mon corps tremblait. J'attendais l'aube, vide et épuisé. Si mon corps, mon esprit s'efforçaient de sauver la face pour les autres, tout n'était que souffrance, j'étais devenu un mur. Quand je me regardais dans le miroir, j'étais frappé par la dureté de mon regard. À l'extérieur, je ne laissais rien paraître, mais à l'intérieur, j'étais comme déchiré et j'oscillais entre des moments de désespoir, de haine et de violence tellement puissants qu'ils m'amenaient aux portes de la folie, auxquelles se substituaient des instants de vide qui me laissaient seul et épuisé. C'est quelqu'un qui vit à Paris, qui est jeune, qui devrait avoir la vie devant soi et qui est torturé tous les jours par le souvenir et de savoir qu'en Ukraine, ça continue tous les jours. C'est ça, c'est que la guerre entre 2014 et 2022 était complètement passée sous silence. C'est-à-dire qu'après après le Maïdan et notamment la signature, dans le contexte de la première invasion russe de l'Ukraine et ensuite la signature des accords de Minsk, il y avait une ligne de front qui était quasiment gelée, mais sauf qu'il y avait toujours des victimes, donc des jeunes hommes, des jeunes femmes qui étaient tués. C'est dans ce contexte-là que moi je suis partie la première fois à la guerre parce qu'il y avait une dissonance beaucoup trop forte entre cette réalité de cette guerre qui continuait en Ukraine et le fait qu'à Paris on n'en parlait plus. C'est vrai, personne n'en parlait. Oui. Tout le monde s'était désintéressé de cette situation et donc
j'ai eu l'impression à l'époque aussi que la Russie atteignait ses objectifs, c'est-à-dire qu'en utilisant l'arme de l'information, de la propagande, en venant imposer son narratif sur cette guerre, en fait, il y avait des hommes et des femmes qui continuaient d'être blessés, d'être tués, mais dans la plus parfaite indifférence du monde. Et l'expérience de guerre, oui, elle marque. Il y a les blessures physiques, mais il y a aussi les blessures psychiques. Et aujourd'hui, en Ukraine, on est tous confrontés à cette réalité, que ce soit les vétérans, que ce soit les militaires, que ce soit les civils. Je veux dire, même être toutes les nuits bombardé, ça veut dire que toutes les nuits, on a l'impression qu'on va mourir. Et qu'on se retrouve à attendre l'aube. C'est pour ça que j'ai lu ce passage, parce que ce passage, vous le décrivez, et c'est exactement ce que subissent les millions d'Ukrainiens qui habitent l'Ukraine aujourd'hui. Des millions de personnes passent les nuits que vous décrivez et les matins que vous décrivez. Et la question, elle se pose même plus en termes de nous, notre génération, comment est-ce qu'on va faire pour limiter les conséquences de ces traumatismes d'un point de vue générationnel aux futures générations, comment est-ce qu'on va les préserver, parce que ce que la Russie nous fait subir, nous fait endurer aujourd'hui, c'est quelque chose qui va marquer, qui va marquer tout le futur de l'Ukraine. Et donc toute la société est confrontée à son échelle à ça. Donc le 24 février, le jour de l'invasion générale, j'allais dire, de l'Ukraine, vous partez. La question ne se pose même pas pour vous. Votre famille habite Kiev à ce moment-là. Comme vous dites, je savais sauver des vies. C'est quand même pas rien de se dire. Quand j'ai lu ça chez vous, je me suis dit, c'est quand même, à 20 et quelques années, retourner au combat en disant c'est mon devoir parce que je sais sauver des vies. C'est une puissance, à quelques vingtaines d'années, de se dire qu'on peut sauver des vies. Oui, en fait, chacun à son échelle est capable de faire quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'être formée en tant que paramédic de combat et avec mon engagement d'avant 2022, je pouvais donc être utile. Je savais que j'avais des compétences qui allaient être utiles. Nécessaire et utile, c'est ça? Comment? C'était nécessaire et utile, les deux. C'était, oui, en fait, il y a ceux qui allaient prendre les armes et combattre et s'opposer à l'armée russe, et puis il y a ceux qui allaient être à leur côté pour les évacuer et pour prodiguer les premiers soins. En fait, la résistance ukrainienne, c'est une chaîne de solidarité. On a tous notre place, et dans toutes les guerres, je pense que c'est comme ça. C'est comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour faire rempart à une armée qui cherche à vous envahir et à vous détruire. Alors, tout le monde se souvient ici, j'imagine, du nom de Boutcha, qui est cette ville où l'on a assisté, le monde entier a vu le charnier que c'était. Il se trouve que votre père est de Boutcha et qu'il a une maison à Boutcha. Et que dans les premiers jours, lorsque les Russes sortent de la banlieue de Kiev, vous avez l'occasion de rentrer à Boutcha avec votre père peut-être? Non, seul? Avec mon unité médicale. Oui, avec l'équipe médicale, et vous pénétrez, les Russes viennent d'en sortir. Et là, vous décrivez dans ce livre des choses abominables, incroyables. Donc c'est ça, début avril, l'armée russe a quitté la région de Kiev, donc les villes qu'elle occupait depuis fin février. Et très rapidement, en fait, on a eu l'autorisation d'entrer dans les villes qui avaient été occupées pour trouver les survivants et prodiguer les premiers soins, les évacuer, enfin. Mais
Depuis que les Russes, l'armée russe était dans la région de Kiev, on avait des informations qui remontaient de manière très très parcellaire parce que l'armée russe prenait les téléphones. Mais très rapidement, on a eu en fait qu'on avait plus de nouvelles aussi des habitants, et ceux qui arrivaient à sortir des villes occupées nous expliquaient en fait c'est un massacre. Ils sont en train d'exécuter les habitants, ils torturent, ils violent, et tant qu'on l'a pas vu de ses propres yeux, on a encore l'espoir que c'est pas vrai. Que c'est exagéré, voilà, en fait, les informations s'accumulaient. Mais le jour où on est rentré dans Boutcha et on l'a vu de nos propres yeux, ce qu'avait fait l'armée russe, que l'armée russe était vraiment là pour nous massacrer, parce que nous étions ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils faisaient du porte-à-porte pour trouver des symboles ukrainiens chez les habitants. Et dès qu'ils trouvaient un drapeau, n'importe un bijou qui était en lien avec son identité ukrainienne, ils exécutaient toute la famille. Vous racontez deux choses terribles. Il réunissait les gens dans une pièce et il disait « Choisissez l'un de vous pour être exécuté, sinon vous allez tous y passer. » Et deuxièmement, vous dites une autre chose qu'on a du mal à imaginer, des mères qui demandaient aux soldats russes de se faire violer pour que leur fille ne le fût pas. C'est quelque chose de... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. La violence, cette violence, cette cruauté... en fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec l'armée russe aujourd'hui, c'est que ce système de déshumanisation part aussi d'une idéologie qui a été diffusée dans la société a fortiori depuis une dizaine d'années, mais depuis un siècle. C'est-à-dire que tout le système aussi de propagande d'État, et on voit l'aboutissement, c'est ça, c'est ce déchaînement de violence contre la population ukrainienne. En fait, ce système leur a appris aussi à démusulmaniser les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent même plus comme des êtres humains. Et notamment pendant ces massacres dans les territoires occupés, notamment à Boutcha, les familles des soldats russes leur envoyaient leurs encouragements à tuer le plus d'Ukrainiens possible. Donc c'est tout un système qui s'est mis en place dans le cadre de cette guerre. Et on sait ce que fait l'armée russe dans les territoires occupés. Évidemment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à ce moment-là, les négociations qui avaient commencé à Istanbul ont été rompues. Lorsque le monde entier s'est rendu compte de ce qui s'était passé à Boutcha, et la délégation ukrainienne a stoppé ce jour-là les négociations qui étaient entamées. Donc vous rejoignez le front et vous avez un nom de guerre alors, hein? Oui. Jena, c'est ça? Ça se dit comme ça? Oui. C'est quoi Jena? D'où ça vient? D'où ça vient-il? En fait, très rapidement, on m'a expliqué quand j'avais fait ma formation, donc avant 2022, que pour des raisons de sécurité, tout le monde devait avoir un nom de guerre au cas où on serait capturé, torturé. Donc, pendant très longtemps, je n'ai pas connu le nom aussi de mes ah oui, le vrai nom des gens avec qui vous travaillez tous les jours. Absolument. Et donc, moi, j'ai choisi de prendre le nom de Jana parce que mon école primaire s'appelait Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Votre école primaire s'appelait Jeanne d'Arc. Voilà. Et donc, on pense à l'école primaire lorsqu'on s'engage dans une guerre. Il fallait quelque chose qui soit personnel, oui. Donc. Vous situe voilà. par rapport aux autres. Et, alors, il y a eu 2014 qui était une guerre quand même assez limitée, on va dire, avec des deux côtés un nombre limité de personnes. Mais là, à partir de 2022, tout change, c'est autre chose. Vous dites à un moment, on faisait la guerre en basket en 2014, les gens n'étaient même pas préparés. Ce qui se passe en ce moment depuis le 24 février 2022, c'est une toute autre affaire.
Et quand vous retournez au front dans ce bataillon, vous découvrez des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous aviez vécu en 2014. Des centaines de blessés tous les jours. Des choses... Alors, est-ce que même préparé comme vous l'étiez, après 2 jours et demi de formation, comment une jeune femme comme vous peut voilà, peut s'adapter à cette situation qui n'est pas une situation même de guerre normale, qui est une sorte de boucherie, en fait? Oui, je pense qu'on n'est jamais complètement préparé à ce qu'on va voir dans une zone de guerre. La seule chose, la seule chose à laquelle on peut se préparer aussi, c'est de manière extrêmement rationnelle au fait que, en fait, à la guerre, on peut être tué et les gens autour de nous peuvent être tués, même si ça reste encore un sujet auquel l'esprit refuse de se plier, c'est humain. C'est-à-dire qu'on peut tous, quand on s'engage, avoir conscience qu'on risque de mourir. Il n'empêche qu'on veut rester en vie de toutes ses forces et on s'engage aussi pour que les autres restent en vie. Et en fait, on se raccroche sur le moment à son utilité. On a le protocole de soins qui permet de sauver des vies. On a l'esprit de camaraderie aussi qui nous tient, qui nous ramène à cette forme, à notre humanité. On s'y raccroche. Il y a l'humour noir aussi auquel on se raccroche pour essayer de mettre de la distance avec ce qu'on voit, avec ce qu'on vit. Et donc oui, on s'adapte parce qu'on n'a pas le choix. Tous les jours, on perd des amis. Tous les jours. Enfin, chaque semaine, en tout cas, des amis avec qui on avait un rapport très, très fort. Ça ne détruit pas, au fond, à l'intérieur, tous les jours, de voir des proches, non seulement proches, mais aussi engagés, c'est-à-dire des gens avec qui on aurait pu avoir une vie, etc. C'est pas quelque chose d'au-dessus des forces humaines, carrément. C'est la réalité de la guerre. On vit au rythme des deuils en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a des enterrements tous les jours, et tous les jours, lorsqu'on ouvre les réseaux sociaux, par exemple, on voit le visage de ceux qui ont été tués la veille ou dans la nuit, puisqu'il y a des bombardements encore toutes les nuits qui tombent, qui ciblent des résidences, des bâtiments résidentiels. On se raccroche en se battant pour faire connaître leur mémoire. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre où je parle aussi des amis que j'ai perdus. Et on se bat pour que leur héritage survive. C'est-à-dire que aujourd'hui en Ukraine, on a toute une société qui s'est engagée pour sa liberté, pour sa survie, pour gagner son indépendance. Et en continuant de se battre pour la liberté de l'Ukraine, c'est aussi une manière de continuer à rendre hommage pour tous ceux qui se sont sacrifiés pour que le pays reste libre. Il y a une sorte de... Parfois, ça vous traverse, une sorte de culpabilité d'être vivante alors que des proches tombent tous les jours, ou pas? On sait, lorsqu'on s'engage, on sait qu'on risque de mourir, en fait. Donc, tout le monde en a conscience, et c'est la réalité, c'est la loi de la guerre. Mais vous savez, après le Bataclan, par exemple, à Paris, un massacre dans une salle de spectacle, les gens, parmi les survivants qui étaient là, beaucoup, on l'a vu là récemment, puisque c'était le 10e anniversaire, beaucoup se sentaient d'une manière coupable d'avoir survécu. Il y avait quelque chose de cet ordre-là qui les torturait parfois. Je dirais que quand on a la chance de revenir en vie, comme c'est mon cas, on a un sentiment de devoir.
on a une dette morale envers tous ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui ont pas pu revenir en vie. On continue de se battre parce qu'on n'a pas le choix, mais parce que justement on a conscience du prix, du coût de cette liberté, de cette... Oui. Oui. Et en fait, on se souvient, lorsqu'on a frôlé la mort, de la valeur de la vie aussi. C'est-à-dire que la chance qu'on a de pouvoir prendre dans ses bras les gens qu'on aime, de leur dire qu'on les aime, de savourer des choses qui paraissent si simples et si élémentaires, je dirais que quelque part... de manière paradoxale, la guerre nous rappelle aussi la chance qu'on a d'être en vie. On prie de temps en temps? Vous priez de temps en temps? Vous savez, c'est pas indiscret ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a comme ça un lien avec voilà, une puissance supérieure? On dit il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Il n'y a pas de d'athée dans les tranchées. Il n'y a pas d'athée dans les tranchées. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai, je pense que c'est vrai ça. Et tout le monde ne le dit pas, mais je crois que c'est très vrai, non? Et donc, oui, lorsqu'on est dans une tranchée, on peut se retrouver à prier. Moi, ça a été mon cas aussi, quand j'avais l'aviation russe qui sillonnait le ciel et je ne savais pas où les bombes allaient tomber. Oui, on peut se tourner vers Dieu à certains moments en espérant rester en vie encore et que les personnes autour de soi restent en vie, parce que finalement il y a une règle aussi à la guerre, c'est qu'on veut tous survivre en fait. Est-ce que un petit passage quand même très court sur ce qui peut paraître très curieux, mais quand vous étiez sur le front, vous avez eu comme ça traversé par un sentiment de liberté, ce qui est très étrange. Dans ce chaos, on ressent un sentiment inexplicable de liberté, car il n'y a plus de place pour le passé ou le futur. On est dans l'instant présent, en étant sans cesse traversé par toute l'amplitude des émotions les plus fortes qu'un être humain puisse ressentir, où la gentillesse, la générosité, l'amour retrouvent leur place, où la peur, la joie, la tristesse sont décuplées. Tout prend sens à l'intérieur de soi. Dans le chaos de la guerre, le rideau tombe. On est à la fois déconnecté et connecté à soi-même, aux autres, au monde, à la vie. On ne peut plus se mentir à soi-même, ni aux autres. On comprend enfin ce qui est important. Et on se rappelle qu'on est vivant, même si c'est pour très peu de temps. C'est important de comprendre la complexité de ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Je dirais que c'est ce qu'il y a de plus paradoxal avec... paradoxal, oui. Avec la guerre, c'est que du jour au lendemain, dans ce basculement, toutes les règles, les conventions qui encadrent la vie sociale, la vie professionnelle, en fait, toute notre échelle de valeurs finalement se retrouve complètement chamboulée, bouleversée. Et ce que je décris aussi dans le livre, c'est que d'un coup, notre seule ressource, ça devient nous-mêmes, les autres. Il n'y a plus de repères. L'argent n'a plus de valeur parce que l'argent, on ne peut pas... on ne peut pas l'utiliser. Oui, on ne peut pas l'utiliser pour se chauffer. L'ambition non plus, tout ça. Tous les buts normaux d'une vie. Les statuts sociaux, en fait, oui, même on bascule dans un autre monde où ce qui compte véritablement, c'est le rapport à l'autre. Parce que sa propre vie dépend des autres. La vie des autres dépend de nous. On est là pour se battre, pour survivre, pour protéger les autres, pour sauver les autres. Et donc, quelque part, on se retrouve à vivre
l'instant présent, parce qu'on ne sait pas si le lendemain va exister. Et c'est surtout en fait un moment dans la guerre où, oui, où la générosité, la gentillesse, le rapport aux autres devient fondamental. En fait, les personnes auprès de qui on s'engage deviennent notre famille et on est mu par une cause commune, encore une fois, c'est celle de défendre notre pays et de défendre les gens qu'on aime, de les protéger. Un passage dans le livre qui m'a beaucoup impressionné, c'est que le rythme des blessés est tellement important en ce moment que vous dites que vous avez 120 secondes de quelqu'un qui est mutilé, qui a perdu un membre, 120 secondes pour comprendre immédiatement ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est 120 secondes. Moi, c'est un chiffre qui m'est resté en tête. La responsabilité, quand même, de ne pas se tromper pendant ces 120 secondes pour vous, c'est avant le médecin. Hein, il vient d'arriver. Vous êtes juste là pour comprendre tout de suite si le médecin est nécessaire, utile, ou bien si c'est trop tard. Oui, comment on peut intervenir au plus vite. 120 secondes par personne. C'est quand même une charge démente pour n'importe qui, et pour quelqu'un comme vous en plus, qui n'êtes pas de formation, c'est quelque chose de... C'est lourd, c'est trop lourd. Mais en fait, tout le monde est capable de le faire. Je le crois aussi, oui. On apprend des gestes, on apprend des techniques. Là, en l'occurrence, il s'agit de, quand il y a une amputation traumatique, de poser un garrot. On a très très peu de temps pour justement que le blessé reste en vie. Mais en fait, on développe des réflexes dans ce rôle de médic, de soignant, dans ce contexte de la guerre. Tout va très très vite, en fait. Et encore une fois, Donc ça se fait presque automatiquement, c'est ça? Voilà, oui, Ouais. Ce sont des méthodes qu'on a. Une méthode, et voilà. Des techniques. Un mot encore, c'est quelque chose qui m'a fait sourire. Un jour, vous êtes à ce travail-là, à ce poste-là, et c'est un soldat russe qui vient, blessé. Et là, vous êtes tenté, un moment, bref, par la vengeance. Je suis en mesure de ne pas le laisser vivre si je fais rien. Ça vous traverse l'esprit à un moment de prendre vengeance de tout ce que vous avez vécu et vu. Ça vous passe, hein, je le dis tout de suite, mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, en fait, je pense que c'est une émotion humaine lorsqu'on se retrouve face à ceux qui travaillent tous les jours à nous tuer, à nous massacrer. En fait, c'est simplement une émotion humaine qui vous traverse, ce sentiment d'injustice. En fait, pourquoi lorsqu'on voit tous les jours des gens qui meurent, que son pays est occupé, que toute la souffrance, toute la violence qui résulte de cette guerre. Mais je pense que ce sont des pensées aussi qui nous traversent dans d'autres contextes. Oui, simplement une émotion humaine. Quelqu'un vous a dissuadé ou vous avez dit à quelqu'un ou pas? Vous avez réglé le problème toute seule? Non, mais simplement, on perdait des patients tous les jours dans l'Est. C'est-à-dire qu'on avait des centaines de blessés par jour qui affluaient, parfois par 20, 30 blessés qui arrivaient d'un coup. Et oui, en fait, il y avait une seule cause à ces morts, c'était l'armée russe. L'armée russe, oui. Ce qui se passe en ce moment en Ukraine, là je parle à l'étudiante en géopolitique, le docteur en géopolitique, tout ce peuple-là dont vous venez de parler se dit que peut-être, son sort dépendra d'autres personnes qu'eux, des superpuissances qui discutent et qui
visiblement font une pression sur tout le peuple ukrainien extrêmement puissante et forte. Comment on vit ça quand on est en Ukraine et qu'on est ukrainien? C'est vertigineux comme situation quand même. En fait, depuis que la Russie nous a attaqués, je pense qu'il y a une ligne, quelque chose qui nous tient, c'est le sentiment de dignité. De dignité. Dignité. C'est nous nous battons à l'inverse de la Russie et donc en refus pour se détacher de cet héritage soviétique qui nous a été imposé. On a, comment dire, nos valeurs sont tournées vers la vie humaine, vers la liberté, vers la démocratie. Et donc, c'est la manière dont on s'est battu depuis 2014. On s'est organisé pour refuser que ce soit une puissance étrangère qui prenne le contrôle du destin de notre pays. Aujourd'hui, évidemment, la situation est très très difficile pour nous, mais je pense que l'Ukraine va quand même être en mesure de choisir son destin. L'accord en 28 points, l'accord russo-américain qui... C'est déjà dû passer, ça. Hein. Voilà, qui ne sera pas appliqué. Donc en fait, on va simplement continuer à se battre parce qu'on n'a pas le choix et qu'on souhaite vivre dans un pays libre, souverain, démocratique, où on ne nous impose pas notre destin. Ces derniers jours, le monde entier a appris que des proches de votre président, de M. Zelensky, ont été accusés, soupçonnés au moins, et accusés pour certains d'avoir trempé dans des affaires de corruption. C'est un choc énorme, parce qu'il ne s'agit pas de gens éloignés du pouvoir, ce sont des gens proches du pouvoir et proches de votre président. C'est un choc, j'imagine, notamment le dernier, qui était le négociateur de l'Ukraine avec... comment est subi comment le peuple voit vit cette nouvelle. À la fois, c'est une preuve de démocratie incroyable que dans un pays en guerre, une enquête ait pu avoir lieu, que des juges indépendants aient pu accuser des gens proches du pouvoir. Il n'y a aucun pays au monde en guerre où ça se passe. Moi, je n'ai pas d'exemple en tête. Donc c'est une preuve de vie démocratique incroyable. À ma connaissance, jamais vue. Et en même temps, c'est une douleur terrible que d'apprendre ça. Alors exactement, en fait, il y a eu à la fois un effet de sidération dans la population, moi y compris, comment est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui un schéma de corruption dans le secteur énergétique, qui est aujourd'hui un secteur extrêmement vulnérable en Ukraine, parce qu'on vit tous avec les coupures d'électricité, les coupures de chauffage. La Russie essaye de détruire notre système énergétique. Mais en l'occurrence, là, la révélation de ces affaires de corruption montre que les institutions de la lutte contre la corruption n'ont jamais aussi bien fonctionné. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, quand sous l'ère Yanukovych, ce sont 30 milliards de dollars qui ont été détournés du budget. 10 milliards par an, par le clan qui avait été... au pouvoir. Qui était au pouvoir. Sous Poroshenko... Bon, oui, mais c'était pas la guerre, c'est pas pareil. Mais en fait... C'est pas la guerre. C'est cette corruption qu'on peut institutionnelle, et donc j'ai travaillé dessus aussi pour ma thèse. Ah oui. Elle est aujourd'hui résiduelle. Elle résulte en fait des restes de l'effondrement du système soviétique. C'est un système contre lequel on se bat aujourd'hui de l'intérieur, des hommes et des femmes qui sont dans le système depuis 2014 et qui cherchent justement à se battre contre
contre ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore une fois une corruption résiduelle qui n'a rien à voir avec celle que le pays... Résiduelle, mais plus grave que toutes les autres. Les gens meurent, ils sont en guerre, et on en met dans la poche. Bien sûr. Vous voyez, c'est différent. Et justement, c'est pour ça que aujourd'hui, on cible les noms, les gens. On attend aujourd'hui des développements judiciaires. On attend que ces gens-là soient retrouvés, jugés. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours pour l'affaire dont vous parlez. Mais je pense que des mesures exemplaires, en tout cas, je fais partie des acteurs de la société civile qui vont demander des mesures exemplaires. Mais encore une fois, ça s'est jamais vu. Moi, je ne connais pas de pays en guerre qui ait jugé des responsables et voilà. Donc c'est non seulement de l'anticorruption réussie, mais c'est un acte qui est inimaginable dans tout pays en guerre ailleurs qu'en Ukraine. Donc ce problème ne se pose pas. Un mot sur que pensent les Ukrainiennes et les Ukrainiens des alliés qui l'ont beaucoup aidé quand même. Il faut dire ce qui est. Alors pas assez. On n'aide jamais assez. Vous êtes bien placé pour le savoir. Au front, on n'aide jamais assez. On n'est jamais. Mais bon, des alliés. Et puis le rêve de l'Ukraine, c'est d'intégrer la communauté européenne et de vivre selon les règles que s'est imposées la communauté européenne. Est-ce que les alliés sont jugés en ce moment indispensables? Est-ce qu'ils font ce qu'il faut? Ou bien est-ce que dans l'esprit ukrainien, quand même, on aurait pu faire mieux? Il faut savoir que l'Ukraine et les Ukrainiens sont extrêmement reconnaissants aux alliés pour toute l'aide qui a été fournie depuis 2022. Maintenant, la prise de conscience des pays européens sur le fait que cette guerre les concernait aussi directement a été beaucoup trop tardive. Aujourd'hui, donc, on va rentrer dans la 5e année de guerre totale. L'Ukraine est parvenue à développer son industrie de défense, c'est-à-dire on a une capacité de production très importante, oui. De production de nos propres drones, de nos propres missiles, avec aussi l'appui, l'aide des pays européens, mais qui reste encore extrêmement limité. C'est-à-dire que face à la Russie, face à une puissance expansionniste qui ne cache pas ses ambitions, qui ne les a jamais cachées, qui aujourd'hui en plus mène des attaques informationnelles, de déstabilisation, notamment au niveau des opinions publiques, envoie des drones aussi dans les pays frontaliers de l'Ukraine. En fait, la Russie est aujourd'hui dans un développement de son industrie de défense de manière massive. Et elle se projette sur une guerre longue. Aujourd'hui, ces tentatives de passer par la scène diplomatique se résument par en fait, la Russie cherche à atteindre ses objectifs par la voie politique, celle qu'elle a échoué à atteindre par la voie militaire. Et donc la prise de conscience des alliés sur cette menace que représentait la Russie, pas uniquement pour l'indépendance de l'Ukraine, pour la souveraineté de l'Ukraine, mais directement pour eux, a été tardive. Aujourd'hui, je pense que en fait, il faut comprendre encore une fois que la Russie ne va pas s'arrêter et que cette défense commune, stratégie face à la Russie ne peut se faire qu'en intégrant l'Ukraine. Donc la défense de l'Europe passe par l'Ukraine et par une coopération accrue entre les pays européens et l'Ukraine. Anastasia, merci beaucoup d'avoir quitté Kiev pour Pau. On était heureux de vous accueillir dans cette rencontre et dans le cadre du festival littéraire tous les jours. Et il y a une différence, en vous entendant, entre ceux qui non seulement commentent, mais savent, et puis ceux qui ont vécu. Et je suis sûr que, en tout cas ça a été mon cas en lisant le livre, qu'après votre intervention, on
on comprend ce que les millions d'Ukrainiens, les 30 millions qui restent, parce qu'il y a beaucoup sont partis, quelques millions sont partis, vivent, et combien leur combat est aussi le nôtre. C'est un combat pour la liberté. Le combat pour la liberté. En France, on y est très attaché, comme vous le savez. Merci beaucoup d'être venu avec nous, et j'espère que des gens qui vous verront seront heureux de compléter l'entretien que nous avons par leurs propres questions. Merci beaucoup. Merci.